OK, bon après-midi. On va reprendre. Avant de commencer, de poursuivre avec la troisième session, on a un invité spécial, donc j'aimerais maintenant inviter au podium M. Mark Miller, donc, qui est député fédéral de Ville-Marie, le Sud-Ouest, Île-des-Sœurs, qui a accepté de venir prendre la parole au nom du gouvernement du Canada. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, ravi d'être ici. C'est pas ma première fois. Je n'étais pas en tant que patient. Ni en tant que cobaye, pour autant. Ravi d'être ici. Puis je suis toujours ravi d'être devant des personnes qui sont plus intelligentes que moi. Sachez que c'est pas un gros compliment parce que je suis politicien puis la barre est assez basse. C'est un compliment quand même parce que je me sens gâté de pouvoir vous adresser la parole, surtout ici, dans la LIRCM, parce que c'est un institut qui fait la fierté de Montréal à travers le monde. Pour moi, d'être ici devant vous et de pouvoir parler du rôle du gouvernement, le lien étroit qui est tissé entre nous, qui est devenu en fait plus étroit cette semaine avec la nomination de Mme Anne Lemaire comme conseillère scientifique en chef qui vient d'ici. Ça nous rend fiers comme gouvernement. Puis vous êtes en droit de réclamer votre fierté dans ce qui a trait à Mme Anne Lemaire aussi. Je pense qu'elle va s'acquitter de sa tâche d'une façon excellente. J'espère qu'elle ne va pas se fâcher contre nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réclament plus d'argent, c'est toujours le cas, surtout pour la recherche fondamentale, mais aussi pour les labos, le travail qui se fait ici. Au cours des 50 dernières années, cet institut s'est bâti une réputation, comme je l'ai souligné tantôt, d'excellence dans le domaine de la recherche biomédicale à travers le pays. Your institution and more importantly, in fact, most importantly, your researchers have been a source of pride for our province and our country. And the advances you've achieved have made a real difference in improving the health of Canadians and people throughout the world. En fait, par exemple, grâce aux efforts du Dr Chrétien, du Dr Sedan et de leurs équipes, le monde dispose maintenant d'un médicament puissant pour traiter l'hypercholestérolémie. C'est un gros mot. J'étais à l'Université de Montréal, puis j'étais là avec le recteur, puis la doyenne de la faculté de médecine, puis c'était pour une plaque pour Anne Célie. Et j'ai rongé le mot endocrinologie. J'ai dit je ne sais pas trop quoi. Je me suis senti vraiment épais. Et ensuite, le recteur lui-même a commencé à ronger le mot. Puis pire que ça, la doyenne aussi de la faculté. Je pense que c'est dans son titre. Mais il y a eu un effet de... J'ai eu l'effet de... En fait, on appelle ça d'une certaine façon au niveau médical, mais je ne suis pas expert là-dedans. Je continue, là. Je suis passé à côté de mon allocution. On revient au cholestérol. On a une fois éliminé le mauvais cholestérol de la circulation sanguine. Ce nouveau médicament entraîne une réduction spectaculaire, vraiment spectaculaire du taux LDL de l'ordre de 60%. Et surtout, ce médicament permet les patients ne réagissant pas aux traitements traditionnels à base de statine. As you know, cardiovascular disease remains a very stubborn challenge, the leading cause of death throughout the industrialized world, and is responsible for 1 in 4 of all deaths in Canada. Cette emballante découverte offre donc de l'espoir à nombre de patients et de leurs familles. La recherche en santé est un des investissements les plus importants que le pays puisse faire. Et le gouvernement du Canada est fier de soutenir le travail des chercheurs de l'IRCM. We believe in health research because we know that health research has the power to change lives, not only to save them. La recherche en santé produit de précieuses connaissances qui contribuent à améliorer la santé des personnes, des familles et de nos collectivités. Nous savons également qu'investir aujourd'hui dans la recherche en santé mène à long terme à des économies de coûts et à des délais réduits dans les soins de santé. Mais surtout, investir dans la recherche en santé, ça permet de sauver des vies, comme je l'avais mentionné. Through the Canadian Institute of Health Research, the Government of Canada provides over $1 billion per year to support over 13,000 health researchers from across the country. Grâce aux instituts de recherche en santé du Canada, nous appuyons l'ensemble
des secteurs de la recherche en santé. Et nous appliquons les connaissances issues de cette recherche en vue d'améliorer la santé, d'offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le système de santé pour tous les Canadiens. Our investments have made Canada a major player on the world stage and have helped Canadian researchers to be recognized worldwide for their scientific excellence. Canada has less than 0.5% of the world's population, but we produce over 4% of the world's scientific papers and nearly 5% of the world's most frequently cited papers, and we want that number to go up. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et environ la moitié du budget des provinces consacré à la santé, la recherche est devenue plus importante que jamais. Our government will continue to invest in health research to help reduce the economic pressures on our system and to find evidence-based solutions that will improve the health of all Canadians. And the Montreal Clinical Research Institute will continue to play an integral role in achieving these goals. Au nom du gouvernement du Canada, je vous félicite pour vos 50 ans d'excellence, 50 de plus s'il vous plaît, et je vous remercie pour tout ce que vous avez accompli en vue d'améliorer la santé des Canadiens. I look forward to following the IRCM's next generation of researchers and the contributions they will make to Canada's vibrant research enterprise. And I look forward to doing another walkthrough of the clinics like I did last time I was here to announce a great investment. So I hope to be here more and more often. Thank you very much. Je vous remercie. Donc, j'inviterai le Dr Guindon à venir présider la prochaine session. Merci, Yvan. Merci. Alors, j'inviterai au podium Sylvain Latour, Dr Guido Silvestri et Mme Guylaine Cleuret de Langevin. And may I have the first slide? Il faut deviner, là. Hein? Il y en a 4. Bon, alors, avant de débuter, c'est juste, ça va être plutôt léger, étant donné que vous venez de finir votre petit repas. En 1994, donc, je suis nommé comme directeur à l'Institut. Et pour faire le lien avec le docteur Genet, vous pouvez imaginer sa surprise. Est-ce qu'il est médecin? C'est un PhD. Bon, s'il n'est pas médecin PhD, ça va. C'est un chimiste, oh là là, et il vient de l'industrie. Alors, il y en a qui trouvaient que c'était un choix surprenant, disons que c'est le minimum qu'on puisse dire à l'époque. Mais donc, je n'étais pas complètement naïf par rapport à la recherche académique, étant donné que j'avais mon propre labo à l'Université de Montréal depuis déjà 5 ans. Mais quand même, c'était une surprise pour plusieurs. Alors, j'ai décidé de présenter un petit peu à l'inverse. Normalement, on parle du personnel de l'Institut à la fin, en remerciant. Alors, je vais commencer par eux. Les infrastructures, évidemment, ça a été un grand thème de la décade où j'ai été directeur. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Il suffit de dire que les plateaux technologiques à l'Institut, tant au niveau génomique, protéomique, biologie cellulaire, etc., ont joué un rôle important pour donner un avantage concurrentiel aux chercheurs de l'Institut. Et ça a été poursuivi par le Dr Mauroy plus tard. Un mot aussi sur les partenaires de l'Institut et finalement sur les étudiants avec quelques diapos en plus. Alors, c'était le mauvais. Alors, le personnel, excusez pour les photos. Alors, le personnel de l'Institut, évidemment, quand on dit que c'est une carte maîtresse dans le succès de l'Institut, je pense que c'est tout à fait vrai. Il suffit d'être à l'Université de Montréal et ailleurs pour essayer de faire changer quelque chose, arranger un labo ou quoi que ce soit, c'est à peu près la croix et la bannière. À l'Institut, effectivement, les gens non seulement sont attachés à l'Institut, mais ils sont aussi extrêmement compétents. Alors, certains d'entre eux sont déjà pas là. D'autres nous ont quittés récemment, comme Richard, comme Marcel, par exemple. Je reviendrai sur Marcel. Un commentaire sur le docteur Bois. On a parlé tout à l'heure, le docteur Genet, dans son allocution, Jacques Junior, parlait des débuts de la recherche du côté francophone. Je pense que le docteur, on a vu aussi la photo de Anne Sellier auparavant. Docteur Bois, qui a été engagé d'abord par Michel Chrétien et qui ensuite
travaillé pour moi pendant 10 ans comme conseiller, était un étudiant de Hans Sellier. OK? Alors, si on parle jeunesse, Sellier et compagnie, génération 1, deuxième génération. Pierre Bois avait aussi, comme collègue, Guillemin, Chaffee, etc., qui ont gagné des prix Nobel. Il y avait aussi un nommé Fortier qui était avec lui. Fortier s'en va à Québec, au CHUL, pour démarrer l'école d'endocrinologie. Alors, ce n'est pas surprenant qu'à peu près la moitié des chercheurs au Québec étaient en endocrinologie parce que c'était les suites de cette première génération-là. Fortier, donc deuxième, a comme étudiant Labrie, Fernand Labrie, troisième, qui a comme étudiant Paul Jolicoeur, Jacques Drouin, quatrième génération. Et ces gens-là ont eu leurs propres étudiants, dont Mona Nemer, dont Fred, etc. Alors donc, si on se compare avec d'autres, on peut dire que les avancées quand même de la recherche québécoise se sont faites dans un temps très, très, très limité. Et donc, on peut tous s'en vérifier, je pense. Je parlais de la contribution des gens des différents services. Alors, Marcel Leclerc, on était en train de refaire des animaleries. Je pense que les premiers 5 ans de ma vie, à l'Institut, j'ai pensé que la seule chose que j'avais à faire, c'était d'acheter des cages et de faire de la ventilation pour ce qui allait être dans les cages. Alors, on était à refaire donc la nouvelle animalerie et prévoir le nouvel édifice, parce qu'on a fait aussi une extension. Ça vient avec la job, faire des extensions comme Michel et Jacques ont su. Eric? Alors, donc, évidemment, les budgets étaient au rendez-vous. Merci au gouvernement du Québec. Par contre, les prédictions de nos ingénieurs dépassaient ces budgets. Alors, nous avions donc eu un meeting pour couper des fonds, pour couper des budgets. Et on était à tout faire en double, finalement. Qu'est-ce qui arrive si jamais le système de ventilation tombe? Toutes les souris vont mourir. Donc, on en fait un deuxième en parallèle. Et ça coûtait des millions et des millions de dollars. Et là, notre Marcel Leclerc, qui, connaissant son importance, s'est assis directement dans la chaise avec Carole. Alors, Marcel, qui est du haut de ses 5 pieds 4 à peu près, s'agitait énormément. Parce que le million de dollars, il dit, M. Guénon, Dr. Guénon, on peut sauver ça. Parce que finalement, la seule chose qui peut arriver, c'est que tel morceau brise et ça me prend le morceau en question en stock et un set de bearings. Je ne sais toujours pas c'est quoi un bearing, mais j'ai dit, OK, on venait de couper 1 million. Alors, monsieur nous a sauvé $1 million. Quand même bien. Évidemment, ça prend aussi les chercheurs. Ça, c'est le groupe de 2004, lorsque je suis parti. Vous allez en reconnaître plusieurs. On en a fait effectivement plusieurs recrutements du côté des neurosciences, du côté de la biologie du développement, du côté de l'axe immunovirologie aussi. Ça, c'est le groupe 2004. Si on regarde en 98, on faisait aussi nos parties de Noël chez Diane Marcel pour sauver des sous. Il y avait des gens qui se comportaient de façon très distinguée, comme on peut voir. D'autres ont quitté parce qu'ils voulaient avoir plus de stress en décidant de s'occuper de grandes compagnies. Patrice est ici aujourd'hui. Et plusieurs autres sont allés à l'IRIC. Il faut savoir que ce groupe-là, en termes de subvention du CIHR, des instituts de recherche en santé, ça représentait à l'époque 25 de toutes les subventions de l'Université de Montréal. Alors, ce n'est pas surprenant que lorsqu'on veut faire un centre de recherche hospitalier du temps de Michel, ou lorsqu'on veut faire un autre institut de recherche, on vient piger à l'Institut, c'était là que les 25 étaient. Et donc, ça a aidé à bâtir d'autres choses, et Rafik a participé à cette construction-là. On connaît Guy Sauvageau là-dessus, notamment. Il y a eu une période au tout début où c'était un petit peu un changement de relève. Alors, je veux juste mentionner le nom de Raoul Garcia, Otto Kuchel et Dr. Pendé, qui nous quittaient vers les années 95-96, qui était la première génération des chercheurs de l'Institut du temps de Jacques Genet. Un des privilèges les plus importants
les plus appréciés, en tout cas pour moi, d'avoir travaillé à l'Institut, c'est d'avoir travaillé avec deux présidents qui étaient des hommes absolument remarquables. Michel, d'ailleurs, a présenté Michel Bélanger, excusez-moi. Michel Bélanger dans sa présentation. Bélanger était un homme absolument extraordinaire. C'était avec Jacques Périzeau, André Marié. C'était trois des sous-ministres seniors de l'époque de Robert Bourassa. Et quand on parle de la Révolution tranquille et de l'installation d'un Québec moderne, on parle de gens comme ça, non? Alors, quelqu'un comme Bélanger a participé, par exemple, à la création d'Hydro-Québec, à la création de la Caisse de dépôt, a été président de la Chambre de la Bourse de Montréal, et en plus de plusieurs autres postes. C'est un homme absolument remarquable. Et il venait passer une journée par semaine à l'Institut pour s'assurer que le gars de l'industrie sache ce qu'il fait. Alors, Michel Bélanger, grand privilège. Deuxième grand privilège a été de travailler avec Robert Périzeau, un autre individu tout à fait remarquable qui a fait beaucoup pour l'avancement du Québec et de l'Institut. Et on voit aussi sur le diapo le président d'Hydro-Québec de l'époque, André Caillé, qui avait accepté de faire la campagne de financement de l'Institut. Ça aussi, ça fait partie de la job du directeur. Mais ça, c'est déjà fait en partie. Et la boucle était que André Caillé, qui est un chimiste de l'Université de Montréal, ce que personne ne sait, parce que être un docteur à l'Hydro-Québec, ça serait pas très bien. Les ingénieurs n'apprécieraient pas, je pense. Et donc, André Caillé avait accepté parce qu'il nous avait dit, c'est finalement Bélanger qui a fait les chiffres lors de la création d'Hydro-Québec. Étant donné qu'il nous a aidés, je vais aider l'IRCM. Donc, la boucle était faite. Donc, deux personnes extraordinaires. Il ne faut pas oublier aussi tous les autres bénévoles à l'époque. Donc, il y avait De Cauvin, Crevier, Mme Leduc, M. Lucier et M. Garcia, le recteur de l'Université de Montréal, Mme Bégin, M. Schooner, qui est évidemment M. Périzeau, qui était le président du conseil de l'époque. Tous ces gens-là, d'hier et comme aujourd'hui, ont fortement contribué à l'amélioration de nos relations avec nos partenaires extérieurs. Il ne faut pas oublier non plus les fondations. M. Méran, ici. On voit M. Desjardins qui a donné des montants d'argent importants à l'Institut et qui, au fil des ans, donc, s'assure qu'on puisse avoir ce qu'il faut pour travailler entre les campagnes majeures de financement. Alors, c'est tous ces partenaires-là, ces gens qui viennent y travailler de façon absolument gratuite, qui font que l'Institut a un milieu de vie humanisant et intéressant. Évidemment, ça prend des étudiants. On a différentes activités qui avaient été débutées sur Michel Chrétien, donc la journée de la recherche. Alors, on voit ici le docteur Genet, c'est 2001. Il prenait soin de regarder tous les posters l'un après l'autre de façon assidue. Et évidemment, il y en a des centaines d'étudiants là-dedans qui y ont passé. Certains, j'ai pensé que vous aimeriez les revoir. Alors ça, je pense que c'est 95-96. Un grand chercheur en devenir de l'Institut me donnait une tape sur l'épaule en disant « Inquiète-toi pas, boss, ça va bien aller. » J'espère que vous avez reconnu Frédéric Charon. Ça s'est un peu amélioré à la fin de son PhD. Avec Sophie Debru et Jacques Archambault, qui étaient là à ce moment-là. Il y en a un autre, mais celui-là, on a eu bien de la difficulté à le faire sourire. Et c'est pas que Philippe Cré n'a pas essayé, mais ça ne bougeait pas. Un an après, il a gagné un autre prix. Ah, il y en a eu un là. S'il vous plaît, une photo. Il y a des moments qui sont un petit peu troublants pour un directeur. Et on reconnaît aussi un autre grand professeur, M. Ferron. Vous n'avez pas reconnu notre autre? C'est Mathieu. C'est votre Mathieu. Et ça ne s'est pas nécessairement amélioré les années qui ont suivi. Et je ne vous ai pas présenté la dernière, parce qu'à un moment donné, il s'habillait avec un grand manteau qui touchait
presque par terre. Et il se promenait avec une boîte. À l'intérieur de la boîte, il y avait une queue de billard. Sur Saint-Laurent, là, il passait pour un tueur, le gars. Michel Prévost, qui est mon collègue brodois en chimie. Évidemment, les chimistes sont toujours un petit peu plus beaux. Mais ça, qu'est-ce que vous en avez? Et ça, c'est le docteur Moreau, il nous a donné une tâche récemment, c'est de faire de comptabiliser tous nos chercheurs, étudiants, stagiaires qu'on a eus. Intéressant, parce que lorsqu'on regarde l'impact qu'on peut avoir, alors dans mon groupe de recherche, qui n'est pas le plus gros groupe qu'on a à l'Institut, depuis que ça a débuté, donc dans mon cas, c'est 96, 97, quand j'ai eu le labo, il y a quand même 130 personnes qui ont passé à travers le labo. Alors, si on multiplie ça par tous les labos de l'Institut sur une période de 50 ans, ça montre aussi que l'impact de l'Institut au niveau de la formation des étudiants est considérable. Et s'il y a une chose qu'on n'est pas sûr, c'est quand on va découvrir quelque chose. Mais s'il y a une chose qu'on est sûr, par exemple, c'est qu'on entraîne des étudiants. Et ça, évidemment, je pense que de tout temps, on a eu ça à cœur et on essaye de le faire le mieux possible. Alors, voilà. Maintenant, je vais demander à M. Sylvain Latour de nous entretenir sur son passage à l'IRCM. D'abord, je vais remercier l'IRCM, le comité organisateur, particulièrement Mathieu Ferron, pour cette invitation à venir parler aux 50 ans de l'IRCM. Et c'est réellement un grand honneur pour moi de venir parler ici. Et puis, pour préparer cette intervention, ce fut l'occasion pour moi de me replonger dans un passé qui est à la fois lointain, puisque ça fait plus de presque 20 ans que j'ai quitté l'IRCM, mais en même temps qui est très proche, puisque ça a été des années vraiment déterminantes dans ma carrière professionnelle. Donc en 1995, j'obtiens un PhD de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, qui porte sur la structure-fonction des récepteurs de faible affinité pour la portion immunoglobuline de type G. Et en août 1995, j'intègre le laboratoire d'oncologie moléculaire dirigé par le docteur André Veillette, qui est alors situé à l'université McGill et qui rejoindra ensuite l'IRCM au cours de l'année, je pense, 98, fin 98, début 99, si je ne me trompe pas. Donc je vais rester 5 ans dans ce laboratoire, puisque j'arrive pile en août 95 et je vais repartir pile en août 2000, ayant été recruté comme chargé de recherche CR1 au Centre national de la recherche scientifique en France. J'aurai aussi l'occasion de revenir à l'IRCM pour 2 courts séjours, en 2000 et en 2001 pour compléter certains de mes travaux. Et puis en 2010, André m'invitera à venir faire un séminaire, en 2012, pardon, à venir faire un séminaire. Donc les années que j'ai passées à l'IRCM, alors je n'ai pas passé beaucoup de temps puisque le laboratoire d'André, au moment du déménagement, je suis resté en fait 2 ans, ou 1 an et demi, 2 ans. Ça ont été quand même des années extrêmement déterminantes pour ma carrière et à plusieurs titres. Premièrement, au titre de ma formation scientifique, puisque je vais rencontrer et me confronter à un mentor exceptionnel qui est André Veillette. C'est grâce à lui que je vais apprendre le métier de chercheur dans toutes ses facettes, la recherche de fond, l'écriture de papier, la conception des expériences, la qualité des expériences, l'esthétique des expériences, parce que quand on fait de la science, l'esthétique, c'est aussi important, je pense. Et puis André, il va me donner confiance aussi. Il va me donner confiance et il va révéler mes possibilités en tant que jeune chercheur. Et ce que je vais vraiment apprécier au cours de ces années, c'est sa disponibilité permanente à la discussion scientifique, sa rigueur et sa droiture intellectuelle. Nous allons avoir des échanges permanents, parfois tumultueux, mais ça fait partie du débat scientifique. Nous allons boire des litres de café. Et puis parfois, ces échanges ne seront pas d'ordre scientifique puisque nous allons nous découvrir tous les deux comme cinéphiles et nous sommes passionnés par l'œuvre cinématographique d'Alfred Hitchcock. Donc à l'issue de ce séjour, je vais vraiment être convaincu de devenir chercheur. C'est vraiment important pour moi. Je vais vraiment être convaincu et c'est là que je vais vraiment faire les démarches pour rentrer au CNRS et retourner en France.
Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'aspect thématique. Les thématiques que je vais aborder au cours de mon séjour dans le laboratoire d'André Veillet déterminent encore la recherche que je mène actuellement. Et je vais y venir dans quelques instants. Le troisième aspect, c'est la productivité scientifique. Alors, ça fait un peu comptable, mais ça a été une productivité excellente. Durant ces 5 années, j'ai publié 5 papiers en premier auteur, dont 2 dans des journaux de haut impact factor. Et puis, je suis co-signataire d'une dizaine de papiers. Donc, ça a été vraiment une productivité excellente. Et c'est important quand on est des jeunes chercheurs. Ça compte quand on va se présenter à un concours de chercheurs pour avoir un poste. Puis, le dernier aspect, et non des moindres, c'est que je me suis fait un ami avec André et que cette amitié, elle perdure et qu'on a établi des longues collaborations et qu'on collabore encore. Donc maintenant, si je reviens plus dans le détail dans mon parcours, il va y avoir plusieurs périodes que j'ai définies comme suivant. Donc les années 95-98, c'est les années SIC et ZAP. Et je vais travailler, donc André, quand j'arrive dans son laboratoire, va me proposer de travailler sur une famille de tyrosine kinases qui sont les enzymes de la famille ZAP70. Et ces enzymes sont importants pour la signalisation du récepteur T à l'antigène des lymphocytes T, qui sont des cellules essentielles à l'immunité adaptative et à la réponse immunitaire. Et il venait de sortir des papiers à l'époque montrant une des premières immunodéficiences humaines dans lesquelles des patients portaient des mutations délétères de ZAP70. Donc ces patients étaient très sensibles à toutes sortes d'infections et ils pouvaient mourir de ces infections, révélant l'importance cruciale de cette protéine dans l'activation lymphocytaire. Et donc, je vais entreprendre un travail de structure-fonction de ces enzymes et je vais particulièrement m'intéresser à une région de cette protéine qui est la région linker ou interdomaine B qui se trouve entre les 2 domaines SH2 et le domaine kinase. Et je vais montrer que cette région est importante pour l'activité enzymatique, la modulation de l'activité enzymatique de cette kinase. Je vais publier 3 papiers en premier auteur à partir de ce travail. Le dernier papier va sortir au printemps 1995 et je vais demander à André, je vais lui dire là, je voudrais un peu changer de sujet après ces 3 années travaillant sur ZIP70 et ce qu'il va accepter. Et je vais essayer de développer un projet un peu plus propre et personnel. Et quand j'avais fait la démarche de venir chez André, une chose qui m'intéressait, ce n'était pas seulement les mécanismes d'activation, mais il y a quelque chose qui me fascinait, qui commençait à venir dans l'air du temps, c'était les mécanismes d'inhibition de la réponse immunitaire. Et André avait déjà une très forte expertise et reconnaissance dans ce domaine-là, puisque c'était le premier à avoir montré que la protéine tyrosine kinase CSK était une protéine inhibitrice essentielle de l'activation des lymphocytes. Et puis moi, au cours de ma thèse, donc j'avais travaillé sur les récepteurs FC pour la portion des immunoglobulines, et certains de ces récepteurs sont inhibiteurs. Et en 1993, le groupe de Gérald Crystal à Vancouver avait identifié une protéine, une inositol phosphatase, qui médie justement les signaux inhibiteurs via ces récepteurs pour la portion FC. Donc j'étais très intéressé par cette protéine inhibitrice. Et cette protéine inhibitrice, vous voyez, elle contient un domaine SH2 qui lui permet d'interagir avec un motif qu'on appelle Inhibitory Based Tyrosine Motif ITIM, qui est situé dans la portion intracytoplasmique de certains récepteurs qui sont capables de médier des inhibitions de signaux dans le système immunitaire. Et donc, je me suis dit, peut-être ce qu'on pourrait, et là, à cette époque-là, on avait accès aux premières banques de cDNA publiques et on pouvait rechercher dans ces banques de cDNA. Et il y avait des banques de cDNA qu'on appelait IST pour Express Sequence Stack qui correspondent à des cDNA inconnus. Donc j'ai fait une recherche d'homologie avec le domaine SH2 de cette molécule et j'ai identifié des ADN qui codaient pour une protéine inconnue qui contenait un domaine SH2 unique avec une petite portion C-terminale qui possédait 42% d'homologie avec le domaine SH2 de cette inositol phosphatase. J'en ai parlé à André. Il a trouvé ça très excitant, moi aussi. À cette époque-là, c'était la plus petite protéine adaptatrice décrite, connue. J'ai commandé les IST clones et vous voyez, le 26 juin 1998, j'ai commencé à expandre ces IST clones et à faire des expériences, à générer des réactifs pour pouvoir conduire un programme de recherche autour de cette protéine. Le 3 juillet 1998, apparaît dans les banques de données du NCBI une séquence officielle de cette protéine
qui est appelé à ce moment-là Human D-Ship, DHP. On va l'appeler D-Ship pour plus de facilité. Elle est publiée par un groupe anglais. Alors là, je n'ai pas retrouvé un autre de ces papiers qui caractérise cette séquence. Il était mentionné que cette protéine était impliquée dans une pathologie humaine lymphoproliférative. Donc, on est d'autant plus excité avec André. Et puis, on génère les réactifs. Et en octobre 98, 3 papiers sortent simultanément dans 3 grands journaux, Nature Genetics, Nature et PNAS, qui impliquent cette protéine dans une pathologie humaine qui s'appelle le syndrome lymphoprolifératif lié à l'X, ou syndrome de Curtilo. Donc, ce syndrome a été décrit par le docteur Curtilo en 1975. C'est une immunodéficience primaire génétique rare d'une incidence de 1 pour 1 million. Il y a environ 100 malades qui ont été décrits depuis. C'est une maladie récessive héréditaire liée au chromosome X qui touche les garçons dès leur première année de vie. Et le phénotype principal, c'est que ces patients sont susceptibles à l'infection par le virus Epstein-Barr, qu'on rencontre tous, on est tous porteurs de ce virus. Et ces patients, lorsqu'ils rencontrent le bébé pour la première fois, ils vont faire une mononucléose fulminante qui est souvent fatale. Et s'ils guérissent de leur mononucléose fulminante, ils vont développer des lymphomes. L'autre caractéristique, c'est qu'ils présentent une hypogammaglobulémie. Cette protéine a été identifiée pour la première fois dans une famille qui s'appelait la famille Ducan, d'où le nom Ducan SH2 containing protein pour D-Ship. Mais maintenant, le nom le plus utilisé, c'est SLAM Associated Protein. Et en effet, dans un de ces papiers, un de ces papiers va contenir des informations fonctionnelles sur cette protéine. Et les auteurs montrent que SAP est une protéine qui bloque certains signaux. Déjà, elle s'associe à la portion intracytoplasmique d'une famille de récepteurs, les SLAM récepteurs, et elle permet de bloquer le recrutement d'une molécule inhibitrice qui est une phosphatase. Et en bloquant le recrutement de cette molécule inhibitrice, elle permet une réponse immunitaire anti-EBV efficace. En absence de SAP, chez un patient qui porte ce syndrome, la protéine phosphatase est associée au récepteur, elle empêche le signal et la réponse immunitaire contre l'EBV est défectueuse. En 2001 et en 2002, on va publier nos premiers travaux issus de notre travail, qui vont être publiés dans 2 grands journaux, Nature Immunology et Nature Cell Biology. Alors, pour moi, je suis très content parce que c'est les premiers papiers avec un impact facteur vraiment très fort de ma carrière. Et puis, c'est des données qui sont essentielles pour la compréhension de cette maladie. On va montrer que cette protéine, non seulement elle a un rôle de bloqueur, mais elle permet de recruter une tyrosine kinase, qui est la tyrosine kinase fine, via son domaine SH3 et qu'elle permet une réponse immunitaire anti-EBV efficace lorsque ce recrutement se fait. En absence de SAP, chez les patients, il n'y a pas recrutement de la tyrosine kinase et il n'y a pas de réponse immunitaire efficace contre l'EBV. On va essayer de déterminer le mécanisme d'interaction, puisque c'est une interaction très particulière, puisqu'elle fait intervenir un domaine SH3 et un domaine SH2. Et on montre que le résidu l'arginine 78 dans le domaine SH2 de SAP est essentiel pour cette interaction avec le domaine SH3 de fine. Et puis l'histoire continue. En fait, cette histoire, ça a été un peu par hasard qu'on a trouvé cette protéine, mais l'histoire continue puisque entre 2002 et 2007, on va publier plus d'une vingtaine de publications autour de cette protéine, et particulièrement André, une grande partie du laboratoire d'André va se mettre à travailler sur cette protéine. Moi, de mon côté, ça va me forcer à m'intéresser à la pathologie humaine, puisque je décide de retourner à Paris dans le laboratoire d'Alain Fischer qui travaille sur les immunodéficiences primaires, pour travailler justement sur ce syndrome lymphoprolifératif lié à l'X. Ici, je vous ai mis 2 papiers qu'on a publiés en collaboration avec André en 2016. Un papier qui s'intéresse au rôle de SAP dans l'éducation NK de son groupe, et un papier de mon groupe qui s'intéresse au rôle de SAP dans la différenciation d'une sous-population lymphocytaire, les INKT. Et donc, en 2000, j'intègre le laboratoire d'Alain Fischer et je dirige un petit groupe qui s'intéresse au syndrome lymphoprolifératif lié à l'X. Et en 2008, je vais créer mon propre laboratoire qui va s'intéresser à l'activation lymphocytaire et aux susceptibilité à l'EBV. Donc j'essaye de mettre en place dans ce laboratoire le cercle vertueux que vous connaissez bien à l'IRCM, qui est du lit du patient à la paillasse du chercheur fondamental, et ensuite du retour de la paillasse des recherches fondamentales
aux patients pour améliorer les traitements et donner des outils diagnostiques meilleurs. Donc en 2006, mon laboratoire va identifier un second gène du syndrome lymphoprolifératif lié à l'X, qui est la molécule XIAP. Et à partir de 2 familles chez lesquelles qui présentaient un phénotype clinique similaire aux patients mutés en SAP, mais qui n'avaient pas de mutation dans SAP. On va découvrir des mutations dans un gène XIAP, et de façon surprenante, ce gène est localisé à côté de SAP. Pendant des années, je vais penser que ces 2 molécules forment un cluster fonctionnel. On va passer beaucoup de temps à essayer de démontrer ça, on n'y arrivera pas. Bon, enfin, maintenant, ce qu'on sait, c'est que XIAP est nécessaire à la survie des lymphocytes T activés, ce qui est probablement la mauvaise réponse à l'EBV chez ces patients. Voilà. On va agrandir notre cohorte de patients déficients en XIAP et on va pouvoir faire une étude de phénotype clinique et on va montrer que les 2 pathologies sont quand même un peu différentes, puisque les patients déficients en SAP vont présenter des lymphomes alors que les patients déficients en XIAP n'en présentent pas, et possiblement ils n'en présentent pas parce qu'ils sont protégés contre le cancer puisque c'est une molécule apoptotique, et que les patients déficients en XIAP présentent une colite inflammatoire, c'est leur phénotype majeur en fait, et que maintenant on comprend pourquoi, puisque XIAP est une molécule qui s'associe et qui est importante pour la signalisation du récepteur intracellulaire NOT2 qui est un censeur des produits bactériens. Je vous rappelle que cette protéine, elle est associée à la maladie de Crohn chez l'adulte. Donc, ça fait tout à fait sens avec la maladie de Crohn qu'on trouve chez les enfants déficients en XIAP. Et puis, à côté de ces lymphoproliférations liées à l'X, je vais commencer à m'intéresser aux formes autosomiques récessives de ces lymphoproliférations avec susceptibilité à l'EBV. Et mon groupe va participer à l'identification de plusieurs de ces syndromes, va être à l'origine de la découverte de plusieurs de ces syndromes. Le déficit en CTP5, nous publions en 2014, le déficit en CD70 de cette année et un déficit en RAS-GRP1. Et l'ensemble de ces travaux va pointer du doigt un mécanisme extrêmement essentiel à la réponse immunitaire qui est l'expansion des cellules T dans la réponse antivirale et particulièrement dans la réponse anti-EBV. En effet, chez un individu sain, lorsque vous rencontrez le virus EBV, vous allez avoir une expansion de vos cellules T qui va être forte, puisque dans le sang circulant, on peut trouver 5 à 30% de cellules CD8 spécifiques du virus, qui est nécessaire pour pouvoir contrôler la prolifération des cellules B infectées par le BV. Et ensuite, il y a seulement la phase effectrice qui va permettre l'élimination de ces cellules. Et les molécules qu'on a décrites récemment, en fait, elles sont essentielles pour cette phase d'expansion qui a lieu avant la phase effectrice. Et donc, en absence de ces protéines, les patients ne sont pas capables de monter une prolifération de leurs lymphocytes T activés et il va y avoir accumulation des lymphocytes B infectés par le BV et souvent, très fréquemment, apparition d'un lymphome suite à cette infection EBV. Donc je crois que j'en ai terminé pour la partie scientifique, mais je vais revenir un peu à l'IRCM. En effet, mardi, en rentrant du laboratoire sur mon vélo, j'ai essayé de me remémorer comment mes liens avec l'IRCM. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup des amis que j'avais, des amitiés qui s'étaient créées au cours de mon séjour à Montréal, venaient de l'IRCM avant que je sois à l'IRCM, avant que le laboratoire d'André aille à l'IRCM. Et en fait, l'explication, c'est simplement que ma compagne depuis 25 ans, Véronique Mathéo, qui est ici avec moi et avec notre fils Quentin en 2000. Nous sommes ici à l'IRCM, nous sommes venus présenter le petit Quentin au laboratoire d'André. Ma compagne, quand elle arrive en 1995, au bout de 6 mois, elle s'ennuie un peu, elle est technicienne et donc elle va décider de reprendre des études et en fait, elle va faire son stage de M1 et un stage d'été dans le laboratoire de Patrice Hugo et elle va rencontrer Anne-Muriel Steff et on va devenir des amis de Patrice Hugo et d'Anne-Muriel Steff. Le deuxième l'autre lien avec l'IRCM, c'est qu'en 1997, j'ai besoin de faire des études de flux calcique pour mes études sur la tyrosine kinase SIC et ZAP70. Et là, un des seuls laboratoires à Montréal qui est capable de faire ce type d'études, c'est le service de cytométrie de flux à l'IRCM qui est dirigé par Nathalie Tessier, qui devient aussi une de nos amies. Voilà, je vais finir par remercier le laboratoire d'oncologie moléculaire d'André Veillette pour la période 95 et 2000. Donc, je remercie chaleureusement André de m'avoir fait confiance et de m'avoir accueilli pendant ces 5 années. Je remercie aussi tout particulièrement Dominique Davidson, avec qui j'ai eu de nombreuses discussions, avec qui m'a vraiment aidé au cours de ces 5 années. J'ai gardé une amitié profonde pour elle. Et puis ici, j'ai une pensée pour tous les étudiants que j'ai côtoyés et techniciens,
au cours de cette période. Voilà, je vous remercie. Thank you. Thank you very much. Thank you to the organizers for having me here. It's really a great pleasure and a great honor. So my talk is going to be a little bit different in the sense that I will, and somebody better start the clock there, because otherwise I can go forever. So my talk is going to be a little bit more focused on the personal stuff and a little bit less focused on the science. That was my interpretation of the guidance, but I will have 2 or 3 scientific slides. But I want to start with a few things that I wanted to say, and since I'm not very good at this type of talks, I want to make sure that I actually say, this is the only slide with words, so don't worry, okay? After that, it's going to be all figures and pictures and hopefully fun stuff. But there are a few things that I wanted to say. So my path to science is kind of unusual. I was a young physician. I come from Italy, from a place called Senigallia. I'll show you some pictures of where that is. And I was a young physician. I was actually, I just finished my residency. I was working on an AIDS clinic at the University of Ancona. I was seeing AIDS patients all the time, like 10, 15, 20 AIDS patients per day. And at some point, I got into this mental thing that I wanted to do something bigger, and I wanted to contribute to AIDS research, not just, you know, by sort of doing clinical research type of work, but actually going into the real science. So in 1993, I was able to successfully compete for a fellowship by the Italian government, and Rafik Sekali, and you're gonna hear his name in this presentation a number of times. And I know he's afraid of what I'm gonna say, but I will be extremely benign. So Rafik accepted me in his lab, and that really changed my life in so many ways. But really, my path was going from the you know, always say, you know, from the bench to bedside. My path was from bedside to bench. You know, I came here that I was, I think, a pretty good, you know, young physician. You know, I finished my residency. I was, you know, in the groove, you know, of sort of cutting-edge clinical work with HIV-infected patients. But I had no clue what science was. Really, that's the reality. So my time here, you know, was really incredibly important. Those 3 years that I spent with Rafik and his colleagues to sort of, you know, lay the foundation of a transformation that I underwent, you know, from being a clinician into being a basic scientist, or something in between at least. And that has been really important, has been the defining time of my life from the professional point of view. And again, you know, the role of Rafik, you know, a scientific mentor that over the years has developed into a father figure. There's a bunch of people in my division. I run a division, a couple of divisions at Emory University, and there are 4 or 5 faculty that are my former postdocs, and they all refer to Rafik as the grandfather or the godfather or the patriarch, you know, because, you know, every time, you know, I do something bad, it's my fault, and every time I do something good, it's because Rafik, you know, taught me how to do it. And so they have this legendary view of Rafik up there, you know, they have pictures of him in the lab, you know, I'm the one speaking now, so they have to agree. So let me tell you where I come from, okay? Since my journey started in a place called Senigallia. Anybody heard of this city? No? I'm sure. Oh, that's interesting. Okay, well. Oh, okay, that's nice. Okay. He said, my father is from Marques. Marques is the region where Senigallia comes from. So let me show you where we are. So that's the region where I come from. It's a very anonymous part of Italy. You know, people know about Venice, Rome, Naples, Milan. You know, nobody knows about that part of Italy, but that's okay. You know, we're clean, nice, you know, safe, no crime, you know,
We love it. And especially no mafia, because mafia is here. So we have this military castle. It's called La Rocca, which is for the 14th century, which we really love. You know, we used to go and play soccer there, and we use this as the goal. And then we have this thing called the Rotonda, which is we're on the seaside, and this is a sort of a restaurant, nightclub, you know, amusement park, all sort of things, you know. And I'm very proud because this thing was actually built by my great uncle. It's this guy here. And this is the Prince Umberto of Italy, who became King Umberto of Italy. He was the last king of Italy. This is during the day that this thing was started in 1935. Anyway, a long time ago. So this is when I left Italy. Rafik remembers that because he came to pick me up at the airport, and his car didn't have enough room for all my things, you know, and it was a nice beginning of my journey. So, and I came to the ERCM. I was, you know, I remember I had this like, what do they call it, the Stendhal syndrome, you know, everything was so new, was so difficult, different, and sometimes even difficult for me, but I started learning, and you know, the journey took me, those are the places where I gave talks in my life. So you see, I from Montreal, you know, was the sort of the place, you know, the starting point of a long journey that took me in a lot of places around the world, and continues to do that, which is really, really fun. So as I said, you know, I was a young physician, and I came to Rafik's lab at the time when AIDS was really a scourge, was really a disaster. I mean, I think we all remember, most of us are old enough to remember that. And when I came to Rafik's lab, it was 1993, it was in the middle of this ramp up, you know, AIDS was becoming the most serious disease in America, the worst killer of young adults. It was a total disaster. And eventually, you know, a few years later, a number of people developed what we called antiretroviral drugs. And because of that, the mortality of HIV infection went down. But as you can see, we still haven't solved the problem, and AIDS remain a very serious, very important burden to the public health care system. When people ask me about, okay, where AIDS research stand 36 years after the first description of this disease, I would say it's a classical, you know, half full, half empty glass. We made a lot of progress. We discovered, of course, the virus that causes AIDS, HIV. We developed lab tests to monitor and prevent infection. We know the origin of the epidemics, and we developed, obviously, ART with major reduction in mortality and morbidity. But the glass is also half empty because we don't have a vaccine, which means that we can't really prevent infection. And also we don't have a cure, which means that if you develop HIV infection, you basically have to be treated for life, which really stinks, you know, because, you know, you have to take pills, you know, until you die. And it's not, and it also is very costly for the healthcare systems worldwide, and poses all sort of implementation problems in resource-poor, resource-limited settings. So the question that I got interested when I joined Rafik's lab, I think, I'm sure Rafik will agree, is still one of the key questions, is like how the virus causes AIDS. Because there was sort of this simplistic idea that the virus just goes into CD4 cells and kills them, and that's it, you know, and it became clear over the years that was much more complex than that. And my laboratory that was started, you know, for the first time was funded for the first time in 2001, really got interested in pathogenesis, what we call pathogenesis research 1.0, which is the question of what causes AIDS and HIV infection. What are the mechanisms that go from the viral infection to the progressive immunodeficiency that will lead to the death of people infected? And also the big question that I got very interested in is why SIV, the simian immunodeficiency virus, the cousin of HIV that infects African monkeys, gives you a chronic infection with high virus replication, but there is no disease. Those monkeys remain healthy over basically their lifespan. So this is has been you know, a series of studies that I conducted in my lab using what we call the comparative models of AIDS research. And what you can see is that basically virus replication, how much virus you have and how much pathogenesis you have,
is a pretty much linear relationship in humans infected with HIV and also in the experimental models of SIV infection, which is the Asian macaques. But in the African monkeys, you have a lot of virus in the body and you have no disease. And this is what we have been trying to work on very aggressively starting around 2001. And this is just one, this is sort of a summary of the studies that have been done mostly from my lab. There are some papers in collaboration. And really we came up with this paradigm that what causes AIDS is not just virus replication per se, but is the combination of virus replication in some cell subsets, some specific CD4 cell subsets, and also the presence of a complex immunological syndrome that involves chronic immune activation and mucosal immune dysfunction. I don't have time, of course, to go over the details of this series of discovery, but one thing I want to say is that we have this nice, lovely paper from our lab that's going to come up in 3 weeks. I'm not allowed to talk about it, but for those who's going to come at the CanCure advisory board meeting, is that right, Eric? You know, in 3 weeks, I'm going to tell that story. So I'm sorry, I'm not allowed to discuss it right now, but it's really cool. Anyway, the other thing that my lab has really been interested is how the immune system fights the infection. And I can tell you that, again, the dynamics of the interaction between HIV and the host immune system are incredibly interesting. And particularly in the last couple of years, we have a couple of studies in which we really looked at the complex interaction between adaptive immune responses to the virus and how the virus persists under antiretroviral therapy, which is the obstacle to curing the infection. So a lot of fun stuff going on in that area. Pathogenesis Research 2.0 is understanding why the virus persists. I'm going to go quickly through this. In 2012, I made a sort of strategic decision with my closest colleagues in the division to go into AIDS cure research in monkeys. And what we did, we were able to establish the model and show that you can control virus replication with antiretroviral drugs in monkeys very well. And once we were able to do that, and it took us a few years to establish the model, then we were able to convince the NIH that we could do research in this area. And when we did that, it became kind of open a floodgate. And now, 5 years later, you see we have a large series of funded projects, both from our division and from collaborators around the country and around the world that are really making us very, very excited. So we are going in sort of this third area of research, from the natural host models, the CD8 antiviral function now into curing AIDS in the non-human primate model that we are incredibly excited about. Now, back to the RCM and going into spending my last few minutes, talking about more fun stuff. So as I said, the RCM for me was really this magnificent place, that I love so much. And when I think back of my time here in Montreal, really is I don't know, so many things I would like to say, but this was my house on 6724 Henri Julien. I had some Italian folks that told me, oh, you have to go close to the Petit Italie, because you're gonna get good food there. And they had the Jean Talon market, so I ended up, being a few blocks away from there. And this is some of the folks that were in the lab at that time: Annette Zerbib, Abdel, Christina Churli, Jim Artos, Francois Denis, Louis Doyon, Hugo, we'll go back to Hugo, Jacques Thibaudot, Pascal, Ellen, and so this is actually one of the few pictures of me actually doing something in the lab, which my students keep saying, must be a fake, because I was actually, a couple of years ago, I went back to the lab to try to do something, and after 3 days, they came, there was a delegation of my students and postdocs. They came to my office and they said, we love to work with you. We really think you're a great mentor, but, if there's any way, we can convince you not to ever come to the lab again. So I guess I agreed with that. So, but I like to show this picture that at some point in my life, I did do some experiments. So a few words about Professor Hugo Sudens that I called Hugo. Hugo was my big brother in the lab. He was the one who really taught me the first, basic things, like pipetting, like,
washing my hands before doing an experiment, not bringing pizza or pasta in the lab, because it was highly illegal. And Hugo, it's been a pleasure to watch Hugo's career over the years. Now, as you know, is a department chair at Université de Montréal, and has remained, the fantastic scientist that he has always been. I just had this wonderful pleasure. I'm the editor of Journal of Virology, and I just had the wonderful pleasure, a month ago to accept one of his papers, and I was thinking like, this is so nice, and technically we're not in conflict of interest because we haven't published together in the past 10 years. So it's totally fine if you wonder. And also, a little bit more about my scientific father, Rafik Sekali. So, I don't know where to start. I guess, with Rafik, my first impact, it reminded me of that old movie you probably remember, An Officer and a Gentleman, with Richard Gere and that sergeant, they was telling them, you have to do this, you have to do that. And that was Rafik, the first impact, because what you get with Rafik was is the highest standard, and to really, and that's what he did, that I will never be enough grateful to him, is squeeze the best out of people. I mean, with me, I was used to, if I can, say it, I used to be the best in my medical school, without much effort. I was really doing well, and then when I came in the lab, he really pushed me like 10 times more, and the way he did it, with his example, it wasn't much the words. I was seeing him, working at 3 a.m., coming to work on Sunday, and a paper, okay, it's not good enough. You have to, you have to rewrite it. This experiment, yeah, it's nice, but it's not nice enough. And 25 years later, you realize that that's the foundation to really do cutting edge work. That's how you really, get to the 110% of what you can do and really make a difference in science. So that's what Rafik, became for me. He went from the tough sergeant into this Gandalf figure, the patriarch, of all my trainees, the grandfather and godfather. So thank you, Rafik, for everything. And I also want to say one word about Mark Weinberg. I met Mark through Rafik, when I was here. And, Mark and I developed a very nice friendship over the years. He, as you all know, he died, a few months ago. And just wanted to spend 1 second. I think it was in November of 93 or 94 when we first met him. And I was always impressed, by his energy and charisma and dedication to science. So Montreal in my heart, yes, Montreal is in my heart always, and the RCM, of course. I'm just showing a few pictures. 93 was the year when I first came here, was the year of the last Stanley Cup, by the way. So hopefully I will revert that at some point. I follow, yeah, maybe I brought bad luck. I don't know. I keep following the NHL playoffs, hoping for another victory. The Montreal scene, this is the Casa Napoli restaurant where I used to go on Sunday, and they kind of adopted me, but eventually they shut down a few years ago, unfortunately. Cafe Italia is still there. This was one of the storms, in Montreal. That part, I have to say, I didn't love too much, but I guess it's okay. And I'm very grateful that Eric and others put me in the advisory board of CanCure, so I have an excuse to come to Montreal at least once a year. And I want to finish by saying that because of this guy here, there is a chance that I might have to escape America at some point. So if anybody, I have, a very nicely funded research program. So if anybody is interested in recruiting me, I might be on the market very soon, because no, seriously, we don't know. I mean, he's talking about like cutting 20% of the NIH budget. So there is this like complete, paranoia right now. So with this, I will conclude by saying, after 24 years, thank you, IRCM, thank you, Rafik, thank you all. Well, maybe thanks to Mr. Trump, we'll get the Stanley Cup again. So, notre prochain conférencier, c'est le docteur Guylaine de Langevin. C'est une étudiante avec David Roy. Alors, David, vous l'avez vu sur la scène.
salaire est haut. Ça avait l'air très modeste et tout. Sauf que, vous savez ce qu'il voulait, le monsieur. Alors, lorsque Guylaine a fait son PhD, il est venu me voir au bureau. Il dit, j'ai 3 choses à vous demander. Il dit, la première, j'aimerais que vous assistiez à sa défense de thèse. C'est pas un problème. J'y assistais à toutes les défenses de thèse. La deuxième, c'est que vous lisiez sa thèse. Et la troisième, que vous organisiez un souper au Club Saint-Denis. Alors, si vous voulez discuter de Edgar Morin avec moi, je suis philosophe important qui a marqué l'histoire de la bioéthique. Merci. Bon, bonjour. J'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. J'aimerais remercier le Dr Guindon d'avoir lu ma thèse. C'était pas évident, je le sais. Donc, c'est tout un défi aujourd'hui de faire un tour d'horizon en 15 minutes. Il faudrait recommencer, là, c'est pas juste, là, c'est déjà dépassé. Donc, je vais essayer de faire ça. Attendez. Dans un premier temps, en parlant des premières années, lorsque je suis arrivée à l'IRCM, et d'un tournant majeur qui a fait que je me suis tournée de la science vers la bioéthique. Ensuite, un bref retour par rapport à ma thèse, mais je n'irai pas dans le détail d'Edgar Morin. Ensuite, un passage au niveau de l'éthique des politiques, dans le domaine de la politique. Donc, je parlerai un peu de la médiation sociale et le retour aux sources en ce qui a trait à l'éthique de la recherche ou l'éthique en recherche pour parler du développement d'une culture de la conduite responsable. Donc, je vais essayer de faire ça en 15 minutes. Super. Donc, à mon arrivée en 1988, c'était pour joindre le laboratoire d'André Lacroix pour faire ma maîtrise justement sur des marqueurs biochimiques liant l'alimentation et le cancer. J'ai donc réussi et je suis allée ensuite dans le laboratoire de Jean d'Avignon. J'étais technicienne de 1990 à 1993 dans le laboratoire de Jean d'Avignon. C'était des années très heureuses pour moi. J'avais beaucoup d'amis et j'ai eu un patron formidable qui était vraiment le papa d'une famille professionnelle. J'ai adoré ces années-là. Pendant ces années, j'ai réalisé cependant que ce n'était pas tant la recherche scientifique qui m'intéressait, mais plutôt les implications de la science sur la société. Peu à peu, je me suis rendu compte que c'était plus ça qui m'attirait. En fait, de faire à ce que la science puisse atteindre une mission principale, à savoir développer des connaissances pour améliorer la vie humaine. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait plus. J'avais un voisin de palier, qui était Jean-Pierre Flukiger, vous le voyez ici avec André Turgeon, qui faisait son postdoc dans le laboratoire d'Ernesto Schifrin, qui en fait est devenu mon conjoint pour 20 ans, durant 20 ans. Et il m'a parlé de la bioéthique parce qu'il a compris que ce que je voulais faire, c'était de la bioéthique. Et il me disait, ben, c'est la bioéthique que tu veux faire et c'est David Roy avec qui tu devrais aller étudier parce qu'il avait même pensé, lui, de faire un deuxième postdoc en bioéthique lui-même. Donc, c'est lui qui m'en a parlé la première fois. J'ai commencé à être intriguée et puis vouloir rencontrer David Roy. Lorsque j'en ai parlé à Dr d'Avignon, il m'a dit en riant, mais pourquoi tu veux aller en bioéthique? C'est un luxe. Alors, j'ai dit un luxe. Puis là, j'ai dit, mais là, il m'a dit ça en blaguant, mais je pense que la boutade, en fait, représentait une certaine réputation qu'avait la bioéthique, particulièrement dans le domaine de l'éthique de la recherche. Et ce n'était pas rare de lire ou d'entendre des expressions telles que l'éthique est vraiment le pelletage de nuages ou vraiment département des relations publiques de la médecine moderne et que les éthiciens n'étaient vraiment pas très appréciés non plus. Nous avions très mauvaise presse. Donc, en fait, ça m'a donné une motivation additionnelle d'aller dans le domaine, si ce n'est que prouver qu'en fait, l'éthique était important et puis que ça pouvait être pertinent. Parce qu'il suffit de me dire que je ne peux pas faire quelque chose, que je vais le faire. Mes enfants le savent, ils me disent toujours pas game, pas game. Ils savent que je vais aller le faire. Donc, c'était une motivation additionnelle pour aller en bioéthique. Je fais un détour très rapide par rapport à la bioéthique. Ses visées principales, donc, c'est d'identifier, de clarifier les enjeux éthiques posés par les technosciences afin d'aider une prise de décision éclairée. D'habitude, les approches sont interdisciplinaires. Je ne vais pas aller dans le détail, ce n'est pas l'objectif de la rencontre aujourd'hui, mais je voulais simplement vous dire qu'il y a 3 champs d'application en général lorsqu'on parle de la bioéthique. Il s'agit de l'éthique clinique, de l'éthique de la recherche et l'éthique des politiques.
Lorsqu'on parle de l'éthique clinique, c'est plutôt au chevet du malade pour aider une prise de décision au niveau des professionnels de la santé et des familles. Au niveau de l'éthique de la recherche, c'est de protéger les intérêts, les droits, la dignité des participants de la recherche afin qu'il y ait plus de bénéfices que de risques. Et finalement, au niveau de l'éthique des politiques, c'est une aide à la décision politique et la médiation sociale. En ce qui a trait à la médiation sociale, je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que j'ai justement travaillé dans ce domaine. Donc, en 1993, je me suis joint au Centre de bioéthique de l'IRCM. Il s'agit du premier centre de bioéthique au Canada. David Roy était le fondateur donc, de l'éthique au Canada et l'IRCM, Jacques Genet a eu la vision d'accueillir justement le premier centre de bioéthique au Canada et je lui en suis très reconnaissante. Donc, David Roy m'a dirigé ma thèse et Jean Davignon, qui avait fait cette blague, était co-directeur. Alors, donc, c'était réellement une blague. Vous voyez ici David Roy avec Neil MacDonald, deux grands hommes. Et David Roy était non seulement un directeur de thèse exemplaire, il a beaucoup hésité avant de me prendre. D'ailleurs, il n'avait jamais eu une étudiante de doctorat avec lui. Et j'ai dû faire mes preuves. Il m'a dit, je te prends si tu as toutes que des A+. Et puis bon, j'ai dû travailler fort, mais c'était vraiment une expérience formidable. Il faisait des réunions hebdomadaires et ça pendant 7 ans. Alors vous imaginez l'engagement de David Roy auprès de moi. C'était aussi un mentor pour moi. Les mots qui me viennent à l'esprit lorsque je pense à lui, c'est vraiment un homme très courageux, d'une très grande intégrité, d'une exigence absolument incroyable. Je pense qu'il a dû me faire réécrire l'équivalent de 6 fois ma thèse. C'était vraiment quelque chose. Cependant, c'était aussi un homme avec une très, très grande humanité. Alors, pour ceux qui ont eu l'honneur de le rencontrer, c'était vraiment quelque chose. Il nous a quittés trop tôt. Il est décédé en décembre 2015 et c'était une grande perte pour nous, je crois. Donc, ici, vous voyez avec Julia Kramer, qui était ma meilleure amie, qui est aussi décédée d'une mort subite en 1998. Elle a été importante pour moi aussi parce qu'elle me disait toujours, termine cette thèse, ça sera ta liberté. Quand elle est décédée, j'ai déposé ma thèse 6 mois après. Ça m'a donné vraiment le coup de pied derrière pour faire ce qu'il fallait faire. 7 ans, parce que j'ai aussi accouché de 2 enfants. Donc, et voici, vous voyez Jean-Pierre Flukiger et mes 2 enfants, Olivier et Johan. Donc, je pense malgré tout, même si ça m'a pris 7 ans, j'ai été relativement productive. Voici ma thèse, elle a été publiée donc aux presses de l'Université du Québec avec une préface d'Edgar Morin. Je crois qu'il faut croire qu'il a trouvé que c'était intéressant. C'était un honneur qu'il fasse ma préface. En fait, je cherchais à faire le lien entre la méthode d'Edgar Morin et des théories de la complexité pour justement développer une nouvelle méthode en bioéthique. Il semble que ça a été bien apprécié. Ça a été publié et ensuite, ça a vraiment représenté le cadre heuristique de tous mes travaux par la suite que j'ai fait dans ma carrière. Je fais un retour très rapidement, puisque j'ai fait le lien entre la méthode d'Edgar Morin et les théories de la complexité, simplement pour vous dire que au milieu du XXe siècle, il y avait une découverte des théories ou des problèmes dans la complexité due à une fécondation mutuelle de plusieurs théories. Dans la théorie de l'information, la cybernétique, la théorie des systèmes, la théorie du chaos. Et il y a eu comme une redécouverte de la théorie de la complexité et de ses applications dans les années 90, là où j'étais à l'IRCM. Il faut dire que David Roy était non seulement un théologien, mais un mathématicien. Et ces questions-là l'intéressaient au plus haut point. Et il était déjà en train de collaborer avec Charlie Singh, de l'Université de Michigan, à l'époque, lorsque je suis arrivée à l'IRCM. Et donc, c'était vraiment un terrain très fertile, un terreau très fertile pour moi, pour faire ma thèse, pour développer cette approche méthodologique qui prenait en considération la complexité des systèmes adaptatifs complexes. Je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est toute une conférence par rapport à tout ce qui représente la théorie de la complexité. Peut-être une autre fois si ça vous intéresse, ou vous pouvez livrer ma thèse. Et donc, cette théorie de la complexité était développée surtout en réaction au réductionnisme présent dans les sciences. Vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à la moitié du XXe siècle, les connaissances d'un tout étaient déterminées par les parties de ce tout. Et ce réductionnisme existait également dans le domaine de la bioéthique. La bioéthique, plusieurs auteurs
maintenait que la bioéthique ne différait de l'éthique en général que simplement par les types de problèmes auxquels s'adresse la bioéthique. Et donc, elle était appliquée dans le sens que la résolution de problèmes était faite par l'application de principes de base. Les plus populaires ou les plus connus sont ceux développés par Beecham et Childress, autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice. Ces principes étaient vus comme étant applicables à toute personne pour tout temps, en tout lieu. Et donc, elles concernent en fait plutôt les obligations des individus envers eux-mêmes, parce que c'était développé surtout dans le domaine de l'éthique clinique, de la relation du médecin vis-à-vis du patient, mais non pas de la personne vis-à-vis de la société. Et donc, et pourtant, les dilemmes éthiques qui comportent des implications sociales larges et économiques larges, en fait, émergent d'un contexte particulier, socioculturel particulier. Et donc, ils ne peuvent être décelés ni résolus en utilisant un modèle de décideur individuel. D'où l'importance de développer des approches méthodologiques qui sont sensibles au contexte et aptes à saisir les interactions entre les éléments qui composent ce système et leur évolution. Donc, ça peut vous sembler un petit peu théorique, tout ce que je vous dis là, mais c'est très important parce que ça a influencé tout le cours de ma carrière professionnelle par la suite, parce que je me suis tournée vers le milieu politique et j'ai regardé le système de santé et de services sociaux qui représente un système complexe vraiment à sa nature. Donc, vous voyez, j'ai voulu, dans ma thèse, m'éloigner des approches méthodologiques déductives pour plutôt aller vers les approches inductives qui étaient aptes à apprécier les enjeux éthiques qui émergent des contextes où il y a beaucoup d'acteurs qui interagissent et qui ont des intérêts divergents et qui évoluent dans le temps et dans l'espace. C'est important de prendre en considération le contexte parce que ça nous permet justement d'identifier les enjeux éthiques qui seraient sinon inaperçus, on ne les verrait pas, on ne serait pas capable de les déceler. Et aussi parce que souvent, ils sont considérés dans des domaines qui sont différents de ce qui est considéré en bioéthique de façon traditionnelle, par exemple, domaine de la sociologie, de l'économie, de la politique. Donc, c'est très important de pouvoir voir les enjeux éthiques qui se posent lorsqu'il y a des technologies complexes ou des systèmes tels que le système de santé et de services sociaux, qui est un système complexe par nature. Donc là, j'ai fait un saut, suite à ma thèse, dans le domaine de la politique. J'ai travaillé près de 20 ans, en fait, premièrement comme consultante en éthique à l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, pour essayer d'intégrer des réflexions éthiques dans l'évaluation des technologies, et puis ensuite 10 ans comme commissaire adjointe à l'éthique au bureau du commissaire à la santé et au bien-être. Là, c'était d'intégrer l'évaluation éthique dans l'évaluation de la performance du système de santé et des services sociaux pour pouvoir aider une prise de décision qui soit plus éclairée. Donc, ce que je faisais, c'était l'éthique des politiques. Et le rôle de l'éthique des politiques, c'est justement d'identifier les enjeux éthiques et les implications sur la société de politiques scientifiques et de politiques de santé. L'important, l'objectif est de favoriser que ces politiques soient en cohérence avec les valeurs des citoyens et aussi qu'elles résultent d'une prise d'une décision qui soit la plus éclairée possible, que ce soit individuelle ou collective, c'est-à-dire que les décideurs politiques puissent prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions dans le contexte. Ceci permet aux citoyens de prendre conscience des implications de leur choix. Le rôle de la bioéthique, c'est justement de leur permettre de prendre conscience de ces implications-là, de remettre en question les orientations privilégiées et de signifier aux décideurs politiques que ce n'est pas la voie nécessairement qu'ils veulent emprunter. Et donc, pour ça, c'est une façon donc de promouvoir la démocratie. Et pour ça, ça nous oblige de développer des approches de participation citoyenne pour qu'ils puissent exprimer cette volonté-là. Donc, j'ai passé pendant plusieurs années beaucoup de travail sur développer des approches de participation citoyenne en fonction des objectifs recherchés, d'adapter des méthodes. Mais je ne vais pas aller dans ce détail, c'est trop long pour aujourd'hui. L'autre élément que j'aimerais dire ici, c'était que pour aider une prise de décision politique, il faut comprendre la nature des décisions politiques. On parle beaucoup d'evidence-based medicine, mais au niveau de la politique, ce n'est pas de l'évidence, on ne peut pas décider, prendre une décision politique basée sur la science. C'est informé par la science, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans le contexte qui doivent être pris en considération pour prendre une bonne décision.
Ce n'est pas l'aspect méthodologique, mais c'est la faisabilité dans un contexte d'une décision politique. Donc, il faut prendre en considération beaucoup d'autres éléments dans le contexte, dont les tensions entre les valeurs sociales, la nature des risques, les bénéfices des risques. Donc, il faut prendre une grande variété d'informations, pas seulement scientifiques. Ce n'est pas basé sur la science. Lorsque j'étais au commissaire à la santé et au bien-être, nous avons donc développé une approche méthodologique où on triangulait les différentes sources de connaissances pour aider la décision des politiciens. On se basait sur la science, oui, ce qui doit être fait, les connaissances organisationnelles, qu'est-ce qui peut être fait dans un contexte, donc on parle de faisabilité, et aussi on parlait aussi des connaissances citoyennes, qu'est-ce qui était acceptable dans un contexte particulier. Nous combinions ces différentes sources d'informations dans les dossiers qu'on étudiait pour pouvoir faire des recommandations qui soient les plus pertinentes possibles au niveau d'améliorer la performance des systèmes. En 2016, après 10 ans d'être commissaire adjointe à l'éthique, il y a eu dans le budget une annonce à l'effet qu'ils allaient abolir le commissaire à la santé et au bien-être. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas besoin de conseils comment améliorer la performance du système. J'ai donc décidé de partir. Et on m'a offert un très beau poste à l'Université de Montréal, directrice du bureau de la conduite responsable en recherche. Et donc, je reviens aux sources, au niveau de l'éthique de la recherche. Le bureau de la conduite responsable, il y a 4 fonctions principalement. Il y a tout le volet éthique de la recherche, tant chez les humains que chez les animaux, mais aussi tout le volet de gestion des cas d'intégrité scientifique, des manquements à l'intégrité scientifique. Il y a aussi un volet de santé et sécurité dans les laboratoires. Parallèlement, je suis aussi demandée d'accompagner les chercheurs par rapport à leur formation et d'accompagner des projets structurants comme ceux de l'intelligence artificielle, etc., dans lesquels l'Université de Montréal sont engagés actuellement. J'aimerais insister sur le fait qu'on combine l'éthique de la recherche et la gestion des cas de manquement à l'intégrité scientifique. L'Université de Montréal est unique à ce niveau parce que normalement, dans les universités, on sépare ces 2 unités-là. C'est un travail en soi. C'est très visionnaire, je pense, de la vice-rectrice recherche actuellement, Marie-Josée Hébert, d'intégrer cela. Parce que ça nous permet, et j'essaierai de vous le montrer, de développer une culture de la conduite responsable lorsqu'on combine l'éthique de la recherche et l'intégrité. Parce que au niveau, je reviendrai un peu plus tard par rapport à ça. Ce que je veux dire quand je parle d'intégrité scientifique, ce sont des exemples de manquements à l'intégrité scientifique. Ça, c'est tiré de la politique sur la probité intellectuelle de l'Université de Montréal. Donc, ce sont des exemples. Il y a d'autres possibilités aussi. Ce qui est important de savoir, c'est au niveau du contexte de la recherche. Le contexte change. Il y a énormément de pression. On parle de l'économie du savoir. Il y a la mondialisation de la recherche. Il y a des partenariats entre l'université et l'industrie. Et cela peut créer beaucoup d'occasions pour qu'il y ait des conflits d'intérêts pour les chercheurs. Aussi, vous savez, vous n'êtes pas sans le savoir, toute la pression que les chercheurs ressentent au niveau du publisher parish. Vous avez vu peut-être dans les journaux, dans la presse, dans les dernières semaines, où ils parlaient justement des revues prédatrices, où les chercheurs étaient accusés en fait de participer à ces publications, quand en fait ils en sont en fait les victimes. Donc, il faut faire attention parce qu'actuellement, il y a beaucoup de regard qui est porté sur l'intégrité de la recherche. Et les chercheurs, c'est toute la réputation de la recherche et des chercheurs qui est mise en cause. Il s'agit de certains cas qu'il faut certainement encadrer, mais il ne s'agit pas de toute la communauté de chercheurs. Et donc, c'est important de s'assurer que la réputation de la recherche vis-à-vis des citoyens soit maintenue. Le problème, c'est que les mandats des comités d'éthique de la recherche, qui est de protéger les sujets de recherche, de sauvegarder leurs droits, assurer leur sécurité, en fait, ils ont une action locale. Ils ne sont pas en mesure de se positionner sur le contexte de la pratique de la recherche, donc les pressions dont je vous ai parlé au niveau des chercheurs. Ils ne peuvent pas non plus réfléchir avec les chercheurs sur ce contexte-là et comment l'améliorer. Donc, ce qui arrive, c'est que l'éthique de la recherche est contrainte à imposer un encadrement de plus en plus sévère, ce qui aux grandes dames des chercheurs. Ce qui est important de voir aussi en parallèle à ça, c'est justement toute la prise de conscience généralisée qui se fait au niveau de besoin d'encadrer la recherche, justement par l'avènement de certains cas de fraude ou de manquement qui ont apparu aux États-Unis et aussi au Canada. La crainte, c'est justement de voir diminuer la crédibilité du domaine de la recherche. Et donc, il y a eu le développement de normes fédérales et provinciales, il y a les développements de politiques universitaires et aussi des créations de bureaux d'intégrité scientifique
dans les universités qui sont distinctes de l'éthique de la recherche, sauf à l'Université de Montréal, comme je vous ai dit, où c'est uni. L'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique sont distincts, c'est clair, mais ils sont liés par le contexte. C'est ce que j'essaie de montrer au niveau de la pression que les chercheurs subissent, et c'est clair que les cas de manquement risquent d'augmenter. Lorsqu'ils sont réunis, on est capable d'apprendre des différents cas de manquement où la sensibilisation et la formation est nécessaire. Et on peut accompagner la communauté de chercheurs justement pour pouvoir comprendre leurs besoins et développer une culture dans laquelle tout le monde se sentira co-responsable. Donc l'important, c'est de promouvoir une réflexion sur l'éthique même de l'entreprise scientifique et les conditions de pratique du chercheur. Nous voulons participer au développement d'une culture de la conduite responsable. Donc, plutôt que parler de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique, parlons donc de l'éthique en recherche. Je ne suis pas la première à mentionner ça. Il y avait Hubert Doucet aussi qui avait publié à ce sujet-là de la nécessité d'aller vers l'éthique en recherche. Et je crois que c'est ce que l'on fait à l'Université de Montréal en créant le Bureau de la conduite responsable en recherche. Donc, je vous remontre de nouveau une triangulation des sources de connaissances. Il y a l'aspect de la recherche, il y a l'intégrité qui nous informe sur le contexte, mais aussi nous voulons aller chercher une co-construction de la part de la communauté des chercheurs sur les objectifs. Encore une fois, l'éthique agit comme une médiatrice, comme une médiation entre les objectifs de la recherche, les conditions de réalisation de celle-ci, mais aussi s'assurer de prendre en considération les risques pour les individus et la société. Donc, je pense qu'on va dans la bonne direction. Donc, la question se pose. Est-ce un luxe encore ou est-ce incontournable? Je vais vous laisser le soin de juger de cela. Je vous ai parlé des visées de l'éthique, mais je pense qu'on est capable d'atteindre ces visées-là du moment que l'on prend des approches méthodologiques qui sont capables de prendre en considération le contexte d'émergence des enjeux éthiques et aussi de s'assurer d'une participation effective des citoyens pour qu'ils puissent participer à la société, au système de santé dans lequel ils se reconnaissent. Même chose pour les chercheurs, pour qu'ils puissent aller vers une culture de la recherche dans laquelle ils se reconnaissent. L'éthique est donc une médiation sociale au niveau de l'éthique des politiques pour co-construire une société dans laquelle tous peuvent se reconnaître. Elle représente aussi une médiation scientifique au niveau de l'éthique en recherche pour le développement d'une culture de la conduite responsable en recherche. Je pourrais parler de chacun de ces sujets beaucoup en détail, mais je ne pense pas que ce soit la place. Je tiens simplement à montrer que je suis extrêmement reconnaissante à l'IRCM pour toute la formation rigoureuse que j'ai reçue. Je suis reconnaissante à Jacques Genel d'avoir créé l'IRCM, d'y avoir été. Toutes les relations que j'ai eues professionnelles et amicales. Et je remercie David Roy, surtout, qui avait été mon mentor et qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, à moins qu'il y ait des questions brûlantes, ou encore que Rafik ou André aient des commentaires à ajouter. Alors donc, je remercie en vos noms nos trois speakers d'aujourd'hui. Thank you very much. It was a pleasure to have you. Et puis, on se revoit, Mathieu, en 10 minutes.